Où en est-on avec la nationalisation des néos, puisque les délestages sont partout et pire dans la région du Nord, dans le septentrion en général? Marie-Flore, Jean, je déteste énormément une chose, c'est de dire que j'avais raison ou bien je vous avais prévenu. Je crois que c'est sur vos antennes que j'avais parlé de cette arnaque de la nationalisation des néos. Oui. Dont le seul enjeu est la gestion future des 6 000 milliards promis par la Banque mondiale pour la réforme du secteur de l'électricité. Alors que la Banque mondiale a déjà investi des centaines de milliards dans le même programme de restructuration du secteur de l'électricité au profit de la Sonatrach, qui n'arrive pas à fournir des lignes de transport. Je vous l'avais dit, j'avais dit que cette nationalisation-là, c'est-à-dire les bureaucrates camerounais ont atteint un niveau de cynisme que je ne comprends pas. Je ne sais pas comment des responsables d'un pays peuvent autant détester leurs compatriotes. C'est un niveau de méchanceté incroyable. C'est-à-dire des gens pour leurs intérêts s'asseyent et de manière cynique décident de jouer avec l'avenir des millions de Camerounais. Mais tout le monde savait que cette affaire-là, c'était une affaire foireuse. Et le pire reste à venir. Je vous avais prévenu, des gens sont sortis pour bricoler des expertises tirées par les cheveux, me raconter comme quoi je n'avais pas raison. Et moi, je dis toujours une chose, hein. Je ne dis pas mes choses pour plaire à qui que ce soit ou pour déplaire à qui que ce soit. Je vous préviens, peut-être des années plus tard, c'est comme les Ndemba faisaient leur escroquerie avec One Sport là. Je leur avais dit que cette affaire, c'est une escroquerie. Après, les faits m'ont donné raison. Oui. Donc, si vous voulez vous m'insulter, vous dites ceci, oh, Njo était là, et comme au Cameroun, vous savez que il y a Zame Kwasa qui a dit que le Cameroun est le seul pays où 90% des personnes se lèvent le matin en pensant qu'il y a quelqu'un qui est jaloux d'eux, les envie, est aigri, etc. Mais c'est démentiel. Tout le monde le savait. Pour peu que vous vous intéressez au domaine de l'électricité, à la configuration du secteur électrique, vous savez que cette affaire-là, c'était une fumisterie. D'abord, la nationalisation, entre guillemets, en elle-même. Vous ne pouvez pas vendre une entreprise pour des cacahuètes et la reprendre près de 20 ans, 25 ans plus tard, avec une ardoise d'endettement de 800 milliards et vous donnez encore 75 milliards de bonus au mec pour qu'il s'en aille. Et vous prenez maintenant l'entreprise de distribution. Vous n'avez aucune maîtrise de la chaîne de production. Vous avez pratiquement 9 opérateurs indépendants qui interviennent. Les KPDC, les Nachigal, etc., EDC, Globelec, etc., Gobelec autant pour moi, etc., qui sont des entreprises étrangères. On vous dit que chaque mois qui passe, vous devez trouver 10 milliards que vous devez verser à Nachigal. Nachigal, lui, s'en fout que vous ayez consommé l'électricité ou pas. En temps, vous avez pris un préfet que vous avez mis à la tête de la Sonatrach, qui ne comprend rien à l'affaire de l'électricité. Mais parce qu'il est proche du SGPR, il faut dire la vérité telle qu'elle est. Hein? Parce que c'est un ami d'enfance du SGPR. Vous prenez un préfet, vous le mettez à la tête de la Sonatrach, vous voulez que j'aille l'électricité comment? Mais il a quand même appris entre-temps, ça fait du temps. Ça fait un moment qu'il est là. Est-ce qu'on apprend l'ingénierie de l'électricité sur le tas? Il ne faut pas que les gens s'amusent avec la vie des Camerounais. Ce ne sont pas des choses qu'on apprend sur le tas. Oui. Et vous essayez même de les approcher pour leur demander que, mais, monsieur tel, est-ce que vous ne comprenez, qu'est-ce qui se passe effectivement? Est-ce que vous ne voyez pas que le minimum serait de prioriser tel domaine? Non, oui, vous ne comprenez rien, vous êtes les petits aigris, vous êtes ceci, cela, vous leur dites que, mais c'est quoi? Pour la petite histoire, je vais vous faire une confidence. Oui. Moi, j'aurais tout intérêt à défendre le directeur de la Sonatrach. Nous avons le même directeur de thèse. Oui. Vous comprenez? Oui, on vous écoute. On a le même directeur de thèse et doctorat. Donc, c'est pour vous dire que moi, je m'exprime sur la question de manière totalement désintéressée et parce que je suis désabusé par cette manière, ce cynisme des Camerounais. Et ce qu'il y a de plus, comment je peux dire, de plus effarant là-dedans, c'est de trouver des Camerounais qui eux-mêmes sont victimes de cette chose-là et qui la défendent. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure vous avez parlé tout à l'heure de cynisme, Njoya Moussa. Est-ce que c'est ce même cynisme, entre guillemets, qu'on retrouve au niveau de la gestion des ordures dans nos villes? Bien sûr, la gestion des ordures n'a pas de mille problèmes. Il faut qu'on dise la vérité au Cameroun. La gestion des ordures, c'est que c'est bizarre au Cameroun. Hein, et c'est ça le danger de l'imposition des bureaucrates à la tête des collectivités territoriales décentralisées. Il faut qu'on dise aux Camerounais, il faut qu'on arrête de convoquer les conférences de presse pour menacer les Camerounais en leur montrant les dossiers. Les ordures ont un problème au Cameroun, c'est la gestion des rétrocommissions. Pour ceux qui nous écoutent au quartier qui ne comprennent pas, ça veut dire que quoi? Les gens qui doivent payer les factures d'Isacam exigent que s'ils doivent payer peut-être 9 milliards à Isacam, c'est-à-dire vos nouveaux maires que vous avez soi-disant élus, que leurs amis de Yaoundé ont imposé par les plus fermés. Vous avez vu comment les élections des maires se sont déroulées sur l'ensemble des 14 communautés urbaines du Cameroun. Oui. En 2020. Février et mars 2020, où on a dû bloquer parfois des routes, imposer, envoyer des délégations de Yaoundé, intimider les conseils municipaux, traduire devant les conseils de discipline de tout pour imposer des amis. Ceux qui le faisaient savaient ce qu'ils faisaient. C'était pour que leurs amis
ancienne de l'administration centrale, elle a même mise sur la manne financière. Or, l'un des postes principaux des dépenses des collectivités territoriales décentralisées, c'est le ramassage des ordures. Là-bas, ça se chiffre en termes de milliards. Alors, dès qu'ils arrivent avec la mentalité des bureaucrates, comme je le disais tout à l'heure en matière de cynisme, ce qui les intéresse, c'est qu'ils disent par exemple à Isaac Tam que sur les 10 milliards qu'on te paye par an pour ramasser les ordures, tu dois nous donner quelque chose. Et un peu comme ils font avec les routes, ils imposent des rétrocommissions à des taux incroyables parce que lui voit seulement qu'un gars vient avec le camion porter les ordures par verser que non, pour cent, pas seulement te donner 10 milliards. Mon ami, tu dois me donner au moins 50% dans cette affaire. Et le technicien du ramassage des ordures, parce que les gars ne savent pas que c'est un savoir-faire que les gens étudient pendant des années à l'école. Tu as le bac, tu fais 5 ans à l'université, voire même 8 ans pour apprendre comment procéder au ramassage et au traitement des ordures, c'est l'air pour quartier pour le faire. Le technicien a beau lui expliquer que la charge carburant, gestion du parc automobile, paiement des fonctions, parce qu'une entreprise comme ça, comme vous voyez là, seulement les éboueurs là, c'est peut-être 4000 personnes qu'on mobilise. Hein. Oui. Quand on finit de leur expliquer, c'est là que mon frère, tout ce que tu racontes, c'est au lieu de 5 camions. Un peu comme il faut avec les routes, c'est-à-dire au lieu de verser 10 camions, si tu verses 2, ça va faire quoi? Du coup, on construit la route aujourd'hui, 2 jours plus tard, ça se gâte. Vous pensez que les ingénieurs qui construisent ces routes-là, qui se gâtent le lendemain, là, ne savent pas construire la route. Alors, le même raisonnement bureaucratique revient à la ramassage d'ordures que si tu mets 2 camions au lieu de 10, à Douala 5e, là, tu prends 20 gars. Il y en a des petits frères qui manquent du travail. Tu les mets au lieu de mettre 100 gars. Moi, on ramasse les ordures, non? Le mec, soit il dit, je ne peux pas le faire, et le bureaucrate dit, ok, comme tu ne veux pas le faire, soit il ne signe pas le contrat. Résultat des courses, la ville de Yaoundé a passé près de 2 ans sans contrat avec une entreprise de ramassage d'ordures, ce que les gens ne savent pas. Parce que vous avez des responsables qui bloquent. Et juste que si tu ne cèdes pas en matière de rétrocommission, comme on te dit, on ne signe pas ton contrat. 2, pour le paiement des dettes. Le monsieur a des engagements à la banque, il a ceci, cela et tout. Et on lui dit, si tu ne payes pas les rétrocommissions, on ne te paye pas la dette. Puis si tu fais racheter la dette par une banque, on gèle cette dette-là. Oui. Et c'est la banque qui paye. Voilà le cynisme des bureaucrates camerounais. Voilà pourquoi on ne vous ramasse pas les ordures. Voilà pourquoi les routes sont mauvaises. Donc ça n'a rien à voir avec les états généraux qu'on nous a présentés? Les états généraux, c'était de la fumisterie. Qui dans les états généraux, là, ce ne sont pas les mêmes gens qui existent, les mêmes rétrocommissions qui ont convoqué les états généraux, qui ignorent ce qui se passe dans le secteur des ordures. Et je vais vous dire, lorsque chacun de ces maires imposés là est arrivé à la tête des mairies et a vu la facture du ramassage des ordures, leur premier réflexe c'était de créer des entités internes pour ramasser les ordures. Tout à fait. C'est-à-dire, ils voulaient le faire en régie. Et j'étais très désolé parce que Maël disait tout à l'heure, parce qu'il est dans la mentalité des bureaucrates en pensant que ramasser les ordures, c'est poser le camion, prendre les ordures, mettre dans la benne et partir. Les collectivités territoriales décentralisées n'ont aucune expertise en matière de gestion des ordures ménagères et des déchets urbains. Ils n'ont aucune expertise, ces responsables. Beaucoup ont même voulu, ils ont débauché, ils ont importé des neveux de France, de machin truc, ils ont voulu recaser des maîtresses, des épouses et tout, dans le domaine du ramassage des ordures. Waouh! Mais très vite, ils se sont rendus compte que c'est pas comme ça. Certains sont allés acheter des camions en occasion en Europe et tout, ils faisaient rire. Il n'y a rien de plus corrosif que les ordures, Marie-Flore. Vous prenez les camions que vous portez les sables là avec, vous les mettez en route pour ramasser les ordures, au bout de 2 semaines, toutes les bacs sont percés et les voitures sont à l'arrêt parce qu'elles ne sont pas adaptées. La voiture qui ramasse les ordures est une voiture qui est fabriquée spécialement pour ramasser les ordures. On ne convertit pas les camions de ramassage de sable en camions de ramassage des ordures. Dans le tricycle, on ne peut pas ramasser les ordures. Les pelles et les brouettes aux gens. Le tricycle. Et le tricycle alors, Joya Moussa? Voilà autant de bêtises, non? Oh, ils ont créé d'autres unités pour voler l'argent qu'ils appelaient les unités de précollecte des ordures. Soit disant, vous n'avez pas vu votre ministre avait voyagé au Sénégal, après elle est allée au Rwanda, elle est revenue dire que non, technique de précollecte des ordures, machin, et tout. Je dis, mais c'est démentiel, toutes ces choses-là. On va sortir par là. On va sortir par là, Joya Moussa. Juste le temps de rappeler qu'il est 8h25 du Joya Moussa. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe même au niveau des partis politiques? Franchement, Marie-Flore, aujourd'hui c'est vendredi. J'aimerais demander aux Camerounais de prier beaucoup. On doit aller à la mosquée Oui, ceux qui vont aller à la mosquée, ceux qui vont aller, les adventistes qui vont aller à l'église demain, et les jours du sabbat, ou bien les chrétiens, catholiques, protestants qui iront dimanche. Franchement, prions beaucoup. Pourquoi? Parce que je dis, le Cameroun est atteint d'une forme de cancer politique et de gouvernement, de gouvernance que je ne sais pas comment est-ce que on va s'en sortir. Parce que les Camerounais sont aujourd'hui abandonnés. On pourrait prendre la figure d'orphelins, de père, de mère, de grand-père, de grand-mère paternelle, de grand-père, de grand-mère maternelle. Les Camerounais n'ont plus aucun recours. Parce qu'on parlait tout à l'heure du RDPC. Le RDPC n'existe plus. Les gens disent que non, le RDPC est en voie de déflagration. Quelque chose qui n'existe plus est en déflagration, comment? Et la mort du RDPC a été actée parce que depuis 15 ans, le RDPC ne s'est plus donné c'est-à-dire ne s'est plus donné l'opportunité ou bien l'illusion d'organiser un congrès. Un souffle nouveau.
Oui, un souffle même pas nouveau, c'est-à-dire renouveler même son souffle, s'arrêter, faire le point malgré les exigences même des membres du bureau politique. Pour dire que la mort du RDPC, elle est actée. Chacun fait comme il veut désormais. Les petits bureaucrates de Yaoundé ont pendant longtemps, depuis 2013, imposé certaines volontés par la force du décret, les intimidations, les emprisonnements même. Je vous rappelle qu'il y avait un jeune mec là à Mbam, Yacinthe Mbamba, qu'on avait arrêté Manu Militari, il l'a enfermé parce que justement, lors de la session de plein droit, il s'était porté candidat et tout. Je vous dis pas ce qui s'était passé d'emprisonnement contre des gars comme les Yokio Nana, des mecs comme Yokio Nana, Yaoundé, etc. Pendant longtemps, ils ont fait ça. Ça a un peu marché. Malheureusement pour eux, lors des dernières élections des exécutifs régionaux, la rébellion est venue même de la famille présidentielle parce qu'ils sont là au milieu, au cœur nucléaire. C'est-à-dire, pour savoir que cette affaire-ci n'existe plus, ce que les gens ont l'habitude de dire, c'est le mensonge. Donc, quand Katim Meba vous dit que les plus fermés, là, les gars s'en fichent de dire ça eux-mêmes. Le président de la République n'a rien dit. Et que son père, Pierre Meba, petit frère du président de la République, fait 3 jours et Bolova et dit après notre Bengo que ce que Famille Dongo dit là, il manque. Il n'y a aucun plus fermé. J'étais avec mon frère hier. Wow. La mère du RDPC a été. C'est clair. Les gens vont peut-être même faire profil bas pour les investitures. Mais les élections des exécutifs communaux, ça sera la magie. Donc, ceci étant acté, le RDPC, la mort du RDPC, vous revenez dans l'opposition. Depuis le lendemain de l'élection présidentielle, la principale activité des leaders des partis politiques d'opposition, surtout 10 des 12 qui ont participé à l'élection présidentielle, c'est d'être nommés ministres. C'est-à-dire, chaque jour que les Matomba, les Joshua, les Cabral Libi, les Denis Emilia Tangana et consorts dorment et se réveillent, ils dorment avec l'ambition d'être ministre, ils se réveillent avec l'ambition d'être ministre. Plus rien ne les préoccupe. Vous n'avez pas cette certitude, vous parliez tout à l'heure des ordures, s'il vous plaît. Oui. Vous parliez tout à l'heure des ordures qui nous ensevelissent, de la qualité des routes, des délestages électriques, de l'inflation et de la cherté de la vie, de la menace d'une éventuelle dévaluation encore du franc CFA. Avez-vous entendu l'un d'entre eux tousser un mot sur l'affaire? Non. D'accord. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que, il ne faut pas compromettre ses chances d'entrer au gouvernement. On va dire, ok, tu vas entrer au gouvernement, ça, tu nous as critiqué hier. Parce que nous ne connaissons, vous savez, le gouvernement commence, c'est comme la mort. Comme dit la Bible, nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Vous voyez un peu. La preuve, on attend toujours ce gouvernement. Dans tous les pays, je vais vous dire une chose, le pays est à l'arrêt. Aujourd'hui, les membres du gouvernement ainsi que les directeurs d'administration, ça d'abord au travail à 10 heures tous les jours maintenant, depuis 2 mois, 3 mois. Ils partent à midi pour rentrer à quelle heure? À partir de 15h30, vous connaissez le centre de Yaoundé, l'immeuble intérieur, numéro 2, l'immeuble rose et tout ça, où vous n'avez pas soit la possibilité de vous garer. À partir de 15h30, 16h, c'est vide partout. Parce que tout le monde fuit pour rentrer à la maison attendre le remaniement. Le vendredi, alors, il fuit à 14h. Parfois, il fuit à 12h parce qu'ils disent que ça peut même tomber à 13h. Donc, si vous avez un dossier là maintenant, là, par exemple, dans l'administration à 14h, vous ne trouvez personne. Pourtant, le travail finit à 15h30. Parce que les directeurs d'administration centrale qui attendent entrer au gouvernement, les SG qui attendent aussi être nommés, les ministres qui ont peur d'être enlevés et qu'on vient les arrêter et que tout, personne ne laisse aucun dossier au bureau. Hein. Il part avec le paraffeur, il revient avec le matin, il va à 11h. Il y a ton oncle Djumbab là qui est mon voisin, ça part pas même à 13h. Et à 15h, elle est d'arranger. Bon, oh. Verse mon voisin là, maintenant. Voilà. Maintenant, mon oncle t'a fait quoi, Njoya? Non. Que quand tu parles pour les oncles des gens, ton oncle ici, c'est mon voisin, donc je le vois toi sortir là. Quand moi je suis en train d'aller à la prière, c'est là où il part au travail. Après 15h30, à peine tu te fais un tour, tu le vois déjà rentrer. Et la journée est finie. Donc pour dire le niveau de blocage institutionnel est partout. Oui. Et les crises internes à l'intérieur des partis sont exacerbées par ce que quelqu'un décrivait tout à l'heure, à savoir, vous avez des partis de pression où la base veut vraiment le changement. Oui. Et dit, on a eu une mauvaise prestation à l'élection présidentielle. Il faut qu'on se reprenne en main. Les élections locales, c'est dans 2 mois à peu près. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur le président? Oh, le président, lui, il a une ambition. C'est de ne pas compromettre ses chances d'entrer au gouvernement. Maintenant, tous ceux qui vont essayer de lever la tête là, il va les chasser, les insulter. Vous avez Denis Emilia Tangana qui s'en prend à son ancien candidat à la présidentielle, le traite d'escroc. Au PCN, on suspend le maire des écarts du parti politique pour dire que ben, parce qu'il y a aussi un autre danger. Parfois, il est arrivé des cas où on vient, cas d'école UNDP, on vient dans le parti, on laisse le président et on prend des cadres qui sont importants. Car Issa Chiroma et Amadou Moustapha en 92. Donc, vous allez voir des présidents de parti maintenant sanctionnés. Donc, dès que tu essaies même de briller dans son parti, il te coupe d'abord la tête. Parce qu'il ne faudrait pas que par confusion, en voulant choisir un gars dans le parti, on laisse le président et on vient te prendre. Vous comprenez un peu? Oui, donc, l'activité il faut que les citoyens sachent aujourd'hui que si c'est des opposants là que vous attendez quelque chose,
Sachez que leur ultra préoccupation est unique aujourd'hui. C'est d'être ministre. C'est pour cela qu'on peut vous couper l'eau, l'électricité. Les policiers, les militaires peuvent se rendre coupables de toutes les bavures possibles contre vous. Aucun d'entre eux ne pipera mot jusqu'à ce que le gouvernement sorte. Et comme Paul Biya le sait, comme ça maintient cette forme de paix de cimetière et ça assure la soumission des uns et des autres après une crise post-électorale assez exacerbée, qu'est-ce qu'il fait? Il joue la montre pour sortir un nouveau gouvernement. Du coup, vous faites la danse du ventre, vous faites les motions de soutien, vous êtes calme, aucun opposant ne parle, même les directeurs de publication des journaux attendent un peu, quelque peu, parce que certains auraient été aussi consultés, etc. Mais dans ce contexte d'attentisme-là, et qui offre une bouée d'oxygène à Paul Biya, pourquoi voulez-vous qu'il soit pressé de faire le remaniement ministériel? Merci, c'est moi.